Bonjour Christian Depertuis. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire d'économie du climat et vous êtes romancier depuis peu. Vous venez de publier votre premier roman, Le complot climatique, aux éditions L'Harmattan. Alors je vous reçois aujourd'hui pour commenter la négociation internationale autour du climat. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes en pleine conférence de Lima. Alors je voudrais d'abord pour revenir sur les événements de ces derniers mois. Il y a eu des avancées sur le climat au sommet du G20 à Brisbane. Il y a eu un accord européen sur une réduction des émissions de CO2 et même la Chine et les États-Unis ont signé un accord bilatéral, ont pris des engagements chiffrés, ce qui est une première. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose est en train de changer, que la page des sommets internationaux qui se soldent par des échecs, on a encore Copenhague en tête, cette page est-elle tournée? Alors, dans les trois événements que vous avez mentionnés, il y en a deux qui sont tout à fait classiques et récurrents. Un paragraphe sur le changement climatique dans un sommet du G20, ça a déjà été fait dans le passé, c'est pas ça qui a fait la réussite de Copenhague. Je dis au passage que ce paragraphe, il est tout petit dans le communiqué, et qu'il est quand même, comble de l'ironie, publié en Australie, pays où le Premier ministre a délibérément évacué toute politique climatique dans son pays. Les engagements européens, ce n'est pas nouveau non plus. Et vous vous souvenez qu'avant le sommet de Copenhague, l'Europe avait déjà pris des engagements. Des engagements ambitieux quand même. Les engagements européens sur le climat sont dans la stricte continuité de ce qui est fait depuis 20 ans en Europe. Ce qui est nouveau, c'est l'accord bilatéral Chine-États-Unis. C'est nouveau, mais c'est bilatéral. Donc il faudra être capable d'introduire ces engagements bilatéraux dans du multilatéral. C'est pas toujours facile. Et les engagements sont à ce stade beaucoup plus précis sur les accords de coopération technologique, notamment sur des technologies de stockage et du carbone dans les sols, que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque le président Obama donne une fourchette. Je rappelle qu'aux États-Unis, ce n'est pas l'exécutif qui ratifie un accord international, c'est le Sénat américain. Et les Chinois donnent de façon indicative qu'aux alentours de 2030, ils atteindraient leur pic d'émissions. Donc on ne peut pas vraiment parler d'engagement extrêmement précis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des deux premiers émetteurs mondiaux de CO2. Alors je le disais en introduction, nous sommes en pleine conférence de Lima au moment où nous enregistrons cette vidéo. Cette conférence de Lima, c'est la réunion des 190 pays membres de la Convention de l'ONU sur le climat. Et l'objectif, c'est de préparer le fameux accord de Paris qui doit être signé fin 2015. L'objectif de cet accord de Paris, c'est limiter la hausse de la température du globe à 2 degrés, puisque c'est au-delà de ce seuil que les experts prédisent des impacts irréversibles. Alors, Christian Depertuis, pour que ce soit un bon accord, que doit contenir ce fameux accord de Paris? Alors d'abord, il faut convertir l'objectif du 2 degrés en des trajectoires d'émissions. Donc, le 5e rapport du GIEC est assez précis sur la question. Si on veut limiter un risque de réchauffement de 2 degrés ou plus, il faut drastiquement réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et le 5e rapport du GIEC nous donne une fourchette. Il faut les réduire de moins 30 à moins 60% par rapport à 2010. Donc c'est des trajectoires extrêmement ambitieuses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une rupture dans les trajectoires d'émissions, puisque si on regarde ce qui se passe dans la vie réelle, depuis 2000, jamais les émissions de gaz à effet de serre n'ont augmenté aussi rapidement que depuis 1970. Donc, pour faire cette rupture, il faut qu'il y ait, je crois, un triptyque dans un accord international. Un, des engagements des gouvernements et une réelle implication des gouvernements. Deux, un système commun et indépendant de mesures. Ce point est très important. Aujourd'hui, une grande partie des pays qui négocient ne sont pas rentrés dans un système commun de mesure des émissions de gaz à effet de serre indépendant. Trois, il faut des instruments économiques. Et de mon point de vue, le plus important dans ces instruments économiques, c'est une tarification du carbone. Une tarification du carbone qui met dans les prix les coûts du risque climatique de demain et les coûts des dommages climatiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas les bons prix dans le système énergétique. Les prix de l'énergie reflètent la rareté du stock d'énergie sous nos pieds, les difficultés plus ou moins grandes d'approvisionnement et de transport de l'énergie, mais ces prix ne reflètent nullement
la rareté de l'atmosphère. Et si on veut introduire cette valeur économique que nous donnons au climat, il faut introduire cette valeur de la rareté de l'atmosphère. C'est quoi cette valeur? C'est un prix du CO2. Donc pour moi, le critère le plus important de l'accord climatique, c'est un pas en avant vers une tarification internationale du carbone. Alors imaginons, Christian de Pertuis, cet accord de Paris contient tout cela. Cet accord de Paris, les rédacteurs ont lu le complot climatique, ils ont lu le dernier chapitre dans lequel il est question de cet accord de Paris. Et puis, les engagements, est-ce qu'ils peuvent ne pas être suivis des faits finalement? Parce qu'ils n'engagent que des gouvernements qui ne seront pas aux affaires lorsque tout cela arrivera à échéance. Là, vous avez parfaitement raison. C'est que ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe durant les conférences climatiques, c'est ce qui se passe après, entre les conférences. Et c'est du reste assez bien décrit dans le complot climatique, dont je recommande la lecture. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour nous, la chose la plus importante, c'est de mettre en place des instruments économiques. À partir du moment où on aura un dispositif puissant, avec une gouvernance internationale spécifique pour tarifer au plan international les émissions de CO2, il deviendra intéressant économiquement de faire cette transition vers une société bas carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça coûtera beaucoup plus cher de produire de l'électricité avec du charbon qu'avec de l'éolien ou du photovoltaïque. Ça veut dire que demain, il sera beaucoup plus cher d'utiliser des véhicules gourmands en essence ou pire en diesel que d'utiliser des véhicules bas carbone, par exemple des véhicules électriques ou des transports en commun. Oui, c'est le système de prix qu'il faut changer. Et je crois qu'à partir du moment où on aura trouvé des méthodes puissantes pour tarifer le carbone sur le plan international, là, on a une vraie garantie de résultat. Beaucoup plus que sur la forme juridique de l'accord. Beaucoup d'ONG environnementales se sont battues pour obtenir ce qu'on appelle un accord juridiquement contraignant. Le protocole de Kyoto, il était juridiquement contraignant. Mais vous sortez du protocole de Kyoto beaucoup plus facilement que d'un bail rural à long terme. Vous envoyez une lettre recommandée au secrétariat des Nations Unies, au bout d'un an, vous êtes libéré de votre engagement. Oui. Donc ce qui compte, ce sont les instruments économiques. Alors, toujours sur cet accord de Paris, la France compte bien du fait que ce soit signé à Paris pour se positionner en fer de lance dans la négociation climatique. Mais est-ce que la France est crédible sur ces questions? Je pense au revirement sur l'écotaxe, je pense à la loi de transition énergétique, il y a encore des questions sur le financement. Et vous-même, Christian de Pertuis, vous avez rendu votre tablier, pour reprendre votre expression, de président du comité pour la fiscalité écologique. Alors, est-ce que la France est crédible pour devenir un fer de lance de la négociation climatique? D'abord, je pense que la France fait un travail diplomatique sérieux, préparé à l'avance, sous l'égide du ministre des Affaires étrangères. Ce travail, je l'espère, va contribuer à faciliter l'obtention d'un accord, mais ne nous faisons aucune illusion. Les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, les Américains ne vont pas signer un accord parce que nous sommes plus ou moins efficaces en matière de politique face au changement climatique. Alors, quelle est notre position par rapport aux autres? Bon, je pense qu'il faut relativiser peut-être un peu votre propos. J'ai de fait démissionné de ce comité pour la fiscalité écologique parce qu'il ne fonctionnait plus depuis le printemps dernier. Et je n'avais aucun désir de rester un président potiche, si vous voulez, d'un comité qui ne fonctionnait plus. Mais je rappelle que la France a introduit dans la loi de finances 2014 une taxation du carbone, une tarification du carbone pour les émissions qui ne sont pas couvertes par le système d'échange de quotas de CO2, et cette tarification est introduite de façon pluriannuelle. 2015 et 2016 sont également couverts par la loi de finances. Donc il y a eu une avancée importante sur le carbone. Je pense que la grande question de la loi sur la transition énergétique qui est maintenant en discussion au Parlement, c'est de trouver les bons instruments économiques. Et donc on a finalement dans le débat franco-français sur la transition énergétique, la même question que sur les négociations internationales. Pour moi, les vraies avancées sont des avancées dans lesquelles il ne suffit pas que nos gouvernements fassent des déclarations d'intention, il faut mettre
en face de ces déclarations d'intention, les bons instruments économiques. Eh bien, Christian Depertuis, je vous remercie pour cet éclairage sur la préparation de l'accord de Paris la signature interviendra fin 2015. Je rappelle la sortie du complot climatique aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous, c'était un plaisir.